Bienvenue sur Savoir-faire digital. Rejoignez-nous pour une démonstration complète sur SQLite, de l'installation aux requêtes en passant par la conception de bases de données, les commandes essentielles et les outils comme l'interface en ligne de commande SQLite CLI qui permet une expérimentation rapide ou les interfaces graphiques DB Browser ou bien SQLite Studio. SQLite est un système de gestion de bases de données léger et populaire. Il se distingue par son architecture sans serveur, donc serverless. C'est un système de gestion de bases de données SGBD multiplateforme compatible avec les systèmes d'exploitation Linux, Mac, Android, iOS et bien sûr Windows. SQLite est souvent utilisé comme logiciel embarqué dans divers appareils, malgré des limitations telles qu'une taille de base de données généralement restreinte et une gestion de trafic HTTP moyen. Ces nombreux avantages en font un choix prisé. Avantages clés de SQLite: légèreté et facilité d'utilisation. SQLite est extrêmement léger et simple à intégrer comme logiciel embarqué. Il est facile à apprendre aussi car il ne nécessite aucune administration. Performance. SQLite propose des opérations de lecture et d'écriture rapides. L'utilisation de colonnes à longueur variable contribue à un stockage efficace des données. Fiabilité. Le contenu de SQLite est régulièrement mis à jour, ce qui réduit la probabilité de bugs. Portabilité et compatibilité. SQLite est un système de gestion de bases de données portable et multiplateforme, adapté au système 32 ou 64 bits et offrant une API simple. Accessibilité et durabilité. Les données SQLite sont archivables et récupérables en cas de problème. Coût et simplicité. SQLite est gratuit, open source sans licence ni serveur. Ainsi, SQLite réduit la complexité et facilite l'accès et la mise à jour des données avec des requêtes concises. Nous venons d'expliquer plus ou moins c'est quoi SQLite. Maintenant, nous allons passer à l'installation. Évidemment, il est possible de télécharger et installer SQLite manuellement depuis le site web sqlite.org/download.html. Cependant, je préfère faire l'installation avec Winget via Windows PowerShell. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Premièrement, il faudra d'abord chercher le bon programme. Pour cela, je pense que si vous suivez la chaîne, vous devez savoir maintenant comment faire cette recherche-là. Vous faites tout simplement Winget, search pour recherche, et puis il faudra chercher, si vous connaissez en fait l'identité du programme, 2 fois tiré, et puis ID, et puis égal, SQLite, point, et puis vous répétez la même chose. Voilà, donc l'identité exacte. Là, je vais lancer la recherche. Le programme existe, c'est la version 3.50.4 qu'on peut avoir depuis Winget, donc qui est le package manager de Windows. Maintenant, vous pouvez passer directement à l'installation, donc numéro 2, installation. Vous faites à peu près la même chose, mais ici, au lieu de search, on va faire quoi? Je pense que vous l'avez deviné, c'est bien install. L'identité est correcte. Si vous voulez être beaucoup plus précis, d'ailleurs, vous pouvez même ajouter ici "-e" pour dire que je veux exactement ce programme-là avec cette identité exacte. Là, je peux lancer l'installation. Winget va faire le travail pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller sur mon navigateur web pour cliquer sur un lien pour télécharger et puis installer. Je préfère installer les programmes via Winget depuis mon terminal PowerShell. Je pense que c'est beaucoup plus efficace. Et je pense que tout s'est bien passé.
Successfully Verify Installer. Voici le site depuis lequel Winget a eu le programme. Mes variables d'environnement ont été modifiées parce que Winget va automatiquement mettre en fait le programme dans mon PAF. L'installation ici s'est très bien passée. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 3 pour tester l'installation. Voilà, j'ai ouvert un nouveau terminal. Maintenant, nous pouvons tester est-ce que SQLite 3 est bien installé. Il suffit de faire maintenant SQLite 3 ou bien 3 espace -- version pour voir le numéro de version entrée. Tout s'est bien passé parce que nous avons la version que nous voulions, 64 bits. 1, 2, 3 réussi. Maintenant, on va lancer le programme SQLite 3. On ne va pas ouvrir de base de données. Nous n'avons pas encore de base de données. Donc, c'est juste pour lancer le prompt de SQLite 3. Tout s'est bien passé. Nous avons la version 3.50.4. Si nous voulons ouvrir une base de données, il faudra utiliser cette commande-là. Mais pour l'instant, nous ne créons pas de base de données. Par contre, on peut afficher les commandes spéciales appelées .command de SQLite prompt. Je pense que vous l'avez deviné, il suffit de mettre point. C'est pourquoi on les appelle .commands, parce que c'est des commandes qui commencent toujours par un point. Donc help, si vous voulez voir le manuel ou bien l'aide, voici toutes les commandes que vous pouvez lancer. Vous n'avez pas besoin pour l'instant de connaître toutes les commandes. Vous utilisez uniquement ce que vous voulez. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours voir ce que chaque commande fait. Il y a une commande qui s'appelle .ww3 qui nous permet de faire ceci. Display output of the next command in web browser. Il est possible, avec cette commande-là, d'exécuter en fait une requête SQL et puis de dire que je ne veux pas voir mes résultats sur l'écran, mais plutôt ouvrir en fait mon navigateur web et vous afficher les résultats là-bas. Nous venons d'installer SQLite avec Winget via le PowerShell. Nous avons d'abord recherché le programme, puis nous l'avons installé via son ID. Après, nous avons testé l'installation. Nous avons aussi lancé le prompt SQLite. Nous avons affiché les .commands avec .help. Maintenant, nous allons vous montrer comment quitter en fait le prompt SQLite. Ici, on voit nettement que maintenant, on n'est plus dans le terminal, on est dans le prompt SQLite qui nous permet de lancer des commandes SQLite. Une fois qu'on a fini de travailler avec SQLite, comment sortir? Je pense que vous l'avez deviné, il va falloir mettre d'abord un point, puis vous faites quit. Le PowerShell encore sur mon disque dur C. Maintenant, avant de créer notre première base de données SQLite, nous allons d'abord parler un peu des commandes théoriques que vous pouvez utiliser dans SQLite. Nous allons commencer avec les commandes DDL, Data Definition Language. Les commandes DDL servent à définir et structurer la base de données. Elles agissent sur la structure et non sur le contenu. Elles permettent de créer, modifier ou supprimer des objets comme les tables, les vues, les index ou bien les schémas. L'objectif principal du DDL est de poser les fondations. Premièrement, définir la structure des données. Deuxièmement, spécifier les types et les contraintes. Troisièmement, organiser la base pour qu'elle soit cohérente et performante. Les trois commandes DDL SQLite sont
les suivants. La commande create qui crée un nouvel objet, donc une table, une vue ou bien un index, etc. Il y a aussi la commande alt qui modifie la structure d'un objet existant. Il y a aussi la commande drop qui permet de supprimer un objet de la base. En résumé, le DDL est l'architecte de votre base de données. Passons aux commandes DML, Data Manipulation Language. Le DML regroupe les commandes SQL qui permettent d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer les données stockées dans les tables d'une base. Contrairement au DDL qui définit la structure, le Data Manipulation Language, ou bien DML, agit sur le contenu. Les trois commandes DML SQL sont la commande insert qui permet d'ajouter de nouvelles lignes de données, la commande update qui permet de modifier des données existantes et puis la commande delete qui permet de supprimer des lignes de données. Et finalement, nous allons parler de la commande DQL de SQLite, Data Query Language. Il existe une seule commande DQL, select, qui est dédiée à l'interrogation des données dans une base. La commande select a cependant plusieurs clauses. La clause from indique là où les tables à interroger. La clause where filtre les lignes selon une condition. La clause group by regroupe les lignes pour effectuer des agrégations. La clause having filtre les résultats groupés. La clause order by trie les résultats. La clause distinct supprime les doublons. Avant d'aborder la conception de la base de données, il convient de distinguer le moteur de base de données SQLite de l'interface en ligne de commande. Le moteur est intégré aux applications et peut être utilisé à partir d'un langage de programmation tel que Python ou via le terminal SQLite pour exécuter des requêtes. Aussi, nous allons expliquer les différences de structure entre les .commandes, les commentaires et les instructions SQL, bien sûr, dans l'interface SQLite CLI. Les .commandes sont des lignes uniques sans un point-virgule à la fin. Les commentaires sur une seule ligne sont précédés par deux tirets. Les commentaires sur plusieurs lignes sont contenus dans / étoile et puis étoile /. Les instructions SQL peuvent prendre plusieurs lignes et se terminent par un point-virgule. Passons maintenant à la conception d'une base de données. En général, la conception d'une base de données passe par plusieurs étapes principales. D'abord, nous avons premièrement l'analyse des besoins qui consiste à collecter des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Après, nous avons la modélisation conceptuelle, la création du diagramme entité-relation pour représenter les entités et les relations. Après, numéro 3, c'est la modélisation logique qui consiste à traduire le modèle IA en schéma relationnel, donc les tables, les clés et les attributs. Quatrièmement, l'implémentation qui consiste à écrire des scripts DDL pour créer les tables et les contraintes. Cinquièmement, tests et les validations pour vérifier l'intégrité, pour vérifier les performances et vérifier aussi les cas d'usage réels. Sixièmement, maintenance évolutive, mise à jour du schéma, optimisation continue et gestion des versions. Dans le cadre de cette présentation, l'accent sera mis sur le schéma relationnel ainsi que son implémentation. Mais si vous souhaitez approfondir une phase particulière, dites-le dans les commentaires et je préparerai un contenu supplémentaire. Voilà, maintenant nous allons passer à un exemple réel que nous appelons MyTestDB. Notre exemple consiste en une base de données simple qui comporte deux tables. La première table présente des données sur des compagnies, incluant les informations suivantes. ID, l'identifiant unique de la compagnie, name, le nom de la compagnie, website, le site web de la compagnie, catégorie, le secteur d'activité de la compagnie. La deuxième table regroupe les coordonnées des contacts représentant les compagnies.
Ici, ID représente l'identifiant unique du contact. First name, c'est le prénom du contact. Last name, le nom du contact. Et puis, email, c'est l'adresse email du contact. La relation entre les tables compagnie et contact est une relation 1 à plusieurs, c'est-à-dire une compagnie peut avoir plusieurs contacts, mais un contact n'est lié qu'à une seule compagnie à la fois. Voilà, maintenant on va aussi parler du modèle conceptuel, c'est-à-dire le diagramme entité-relation. Donc, pour dessiner un diagramme conceptuel, des outils graphiques comme Draw.io ou bien Visio sont utilisés, mais ils sont parfois peu adaptés aux grands projets en équipe. Ainsi, je recommande alors Mermed, qui permet de générer des diagrammes via du code intégré au projet, ce qui est beaucoup plus précis, flexible et efficace. En plus, ceci facilite la gestion des versions et le travail collaboratif. J'avais déjà introduit l'outil Mermed qui vous permet de faire des graphiques excellents avec du code. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là dans la playlist DevTools de savoir-faire digital. Voilà, je vais rapidement vous montrer comment vous pouvez créer votre modèle conceptuel, donc le diagramme IA avec un outil comme Mermed. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, générer vos diagrammes de façon beaucoup plus dynamique, flexible et précis avec du code au lieu d'utiliser des outils graphiques là où vous allez cliquer sur des trucs. Je pense que c'est pas le meilleur moyen de faire ces travaux-là pour quelqu'un qui sait comment coder. Que si vous avez un compte, vous pouvez avoir un compte gratuit chez Mermed Chart, ok? Une fois que vous avez votre compte, vous ouvrez avec votre navigateur web. Avec le navigateur web, c'est juste pour des projets de petite dimension. Mais évidemment, si vous avez de gros projets, je vous conseille de faire le travail dans des outils beaucoup plus sophistiqués comme VS Code ou bien RStudio, etc. Un éditeur avancé, si vous voulez. Mais pour des tests rapides, vous pouvez utiliser votre navigateur web. D'abord, je vais donner ici le nom de ma base de données. Par exemple, ici, nous allons appeler cela tout simplement mytest.db. Voilà, j'ai donné le nom de ma base de données pour pouvoir, si je veux travailler sur cette base-là encore par la suite, ajouter des tables, etc., etc., je peux toujours ouvrir ce fichier-là et travailler là-dessus. Pour commencer, il faut définir ce que vous voulez créer. Là, vous voyez qu'en fait, avec Mermed, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, moi, je veux tout simplement faire ce qu'on appelle un IA diagram. Donc, vous tapez IA et puis vous mettez diagram. Vous allez voir que si je fais entrer, par défaut, Mermed va automatiquement me donner un exemple. Et là, je pense que vous l'avez bien vu. L'exemple est là. Un diagramme qui me montre ce qui est possible. Mais on a quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc, vous faites tout simplement ceci et puis vous entrez à l'intérieur, donc tabulation, pour maintenant définir exactement ce que nous voulons. On avait deux entités. Donc là, on va d'abord définir les entités. On avait l'entité compagnie qui est une table et l'entité contact qui est aussi une table. Nous allons d'abord définir ces deux entités-là. Je vais faire cela directement. Donc ici, nous avons deux blocs très simples, compagnie et puis contact. Et vous voyez comment c'est très élégant. Je n'ai pas besoin de cliquer sur des lignes ou bien n'importe quoi. Donc avec du code, on peut générer tout ce qu'on veut de façon beaucoup plus efficace. N'est-ce pas? Bon, là, je vais faire quoi? Je vais zoom out. Voilà, pour revenir. Très bien. Une fois que nous avons les deux entités, compagnie et contact, maintenant, nous allons définir les attributs de chaque entité. Ici, je vais commencer d'abord par une compagnie. Une compagnie, nous avons dit, doit avoir quoi? Un ID, n'est-ce pas? Cet ID-là est de quel type? C'est un entier. Donc, très bien. Et là, vous voyez automatiquement, la mise à jour est faite. Et là, je vais aller à la fin. Et puis, si vous voulez aller très vite, vous pouvez faire
Alt, Shift et puis flèche bar pour copier. Nous savons que nous avons 4 attributs. Pour l'instant, vous voyez que nous avons 4 fois la même chose, mais je pense que vous avez deviné. Maintenant, il va falloir changer le deuxième attribut. Il faut d'abord donner le type. C'est une chaîne de caractères, donc string. Et puis là, c'est pas ID. Nous savons c'est quoi. String, donc c'était le nom. Donc name. Le site web de la compagnie qui est aussi de type string. Donc là, je vais faire ceci et je vais faire website. Nous avons aussi catégorie. Je vais copier ceci et je vais aller dans contact, l'ID, le prénom. Donc ici, c'était first name. Le type est bon, string. Le nom, donc ici, c'est last name. Aussi, le type string pour l'email, évidemment. Et je pense que voilà, nous avons tous les attributs maintenant de contact. Je pense que tout est correct. Nous avons int ID, string first name, string last name, string email. Je pense que tout est OK et c'est ce que nous avions dans notre spécification. Il faut maintenant ajouter les contraintes. Ici, nous savons très bien que pour ce qui concerne une compagnie, l'ID, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des bases de données la clé primaire. Donc ici, je vais faire quoi? PK. Donc vous voyez automatiquement, il y a une mise à jour si vous regardez votre graphique. De même, vous pouvez ajouter PK pour contact. Contact aussi a une clé primaire. Il reste une clé, mais ce n'est pas une clé primaire, une clé étrangère ou bien foreign key. Un attribut supplémentaire qu'on doit ajouter à contact. Il y a une relation entre les deux tables. On avait une relation de 1 à plusieurs. Pour que cette relation-là ait un sens, il faudra ajouter une clé étrangère à la table contact. Je vais ajouter Company ID, qui n'est pas un attribut propre de contact, mais c'est en fait l'attribut qui nous permet de relier un contact avec une compagnie. Company ID pour dire qu'en fait, cette identité-là fait référence à la compagnie et c'est ça qui nous permet de faire le lien entre une compagnie et un contact. Il faut maintenant définir la relation entre les deux parce que vous voyez que pour l'instant, les deux tables-là ne sont pas encore liées. Rappelez-vous, on avait quel type de relation? On avait dit que c'était une relation de 1 à plusieurs. Une compagnie a des contacts. La ligne de code qui nous permet de faire ce travail-là. Et je pense que vous avez bien vu maintenant qu'on a une relation entre compagnie et table. Donc, c'est une relation. Ici, vous voyez que la direction est verticale. Mais bon, écoutez, je vais aller au début de mon code. Donc là, je vais aller sur la première ligne, IA diagram. Je vais faire entrer encore. Et là, je vais entrer à l'intérieur. Et là, je vais définir une propriété que j'appelle direction ou bien direction. Et puis là, je vais définir la direction. Je vais dire left to right, left, right. Et vous voyez qu'en fait, là, j'ai rétabli ma direction. Vous voyez que c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus élégant. C'est pas comme quand vous cliquez sur des choses, ok? J'aime le code. Le code, c'est ce qui vous permet de faire les choses de façon beaucoup plus élégante et efficace. Ici, on voit très bien qu'il y a une relation entre les deux. Exactement, une compagnie a plusieurs contacts. Maintenant, comment on sait plusieurs contacts? Quand vous voyez au début 2 barres, ça veut dire unicité. Donc, c'est de 1. Une compagnie peut avoir plusieurs, 0 ou plusieurs. Pour de gros projets où il y a des milliers et des milliers de personnes qui collaborent ensemble, je pense que pour dessiner, si vous avez une base de données très complexe, je vous conseille d'utiliser un outil de design ou bien de conception comme Mermet, là où vous allez écrire du code et avec le code, vous pouvez générer en fait votre diagramme conceptuel. Comme cela,
plusieurs devs peuvent se partager la tâche, chacun se focalisant sur une partie concrète de la base de données. On peut aussi ajouter des contraintes si nous voulons. Nous pouvons ajouter que les clés primaires sont prises en charge automatiquement par la base. Donc ici, on peut ajouter auto-increment. OK? Donc là, vous voyez que j'ai ajouté ici auto-increment et normalement, ce commentaire-là doit aussi apparaître dans ma conception. Et je pense que ce doit être aussi la même chose pour même l'autre clé primaire. C'est des clés primaires que moi-même, je ne vais pas gérer. Je vais laisser en fait ma base générer automatiquement ces clés primaires-là pour faciliter en fait mon travail. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose? Oui, on peut ajouter une contrainte supplémentaire. On peut par exemple dire qu'un nom pour une compagnie ne peut pas être nul. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir une compagnie sans nom. Ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, ici, je peux ajouter, par exemple, not null. OK? Donc, la personne qui va implémenter, qui va écrire le code SQL doit comprendre ici que, en fait, nous ne pouvons pas ajouter dans notre base de données une compagnie sans nom. Pour le site web, ça c'est normal, on peut laisser. Une compagnie peut exister sans site web. Okay? Ça, je pense que c'est tolérable. Pour le contact aussi, le nom d'un contact aussi ne doit pas être nul. Je pense que ça c'est acceptable, de même nom et prénom d'ailleurs. Email aussi, on peut dire par exemple qu'un contact doit forcément avoir une adresse électronique et mieux que cela, que l'adresse électronique doit être quelque chose d'unique. Deux contacts ne peuvent pas avoir, bon, quand je dis deux contacts bien sûr différents, ne peuvent pas avoir le même ou bien la même adresse électronique. Maintenant, ici, je vais aussi attirer votre attention sur quelque chose. Vous voyez cette contrainte-là? Ça m'a fait penser à quelque chose. Unique ne peut pas aussi être nul. Donc, automatiquement, quelqu'un qui n'a pas beaucoup réfléchi peut se dire, pourquoi ne pas d'ailleurs choisir l'email comme étant la clé primaire? C'est possible parce que c'est quelque chose qui est unique et qui ne peut pas être nul. Donc, on peut choisir cela comme une clé primaire. Mais est-ce que c'est une bonne conception? Je vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer si en fait la personne change de compagnie? Donc, la personne peut changer de compagnie et changer d'adresse email. Donc, vous êtes obligé maintenant de changer votre clé primaire, ce qui n'est pas stable, ce qui est très dangereux d'ailleurs. Parce que ici, ce n'est plus en fait la base qui gère directement ou bien automatiquement la clé primaire, mais c'est le concepteur ou bien les développeurs eux-mêmes qui vont générer ces clés-là. Vous voyez que donc, même si en fait de prime abord ça semble être une bonne idée, c'est une très mauvaise idée et je vous conseille de ne pas faire ces genres d'erreurs-là qui vont rendre votre travail en tant que concepteur ou bien développeur beaucoup plus difficile. Je pense que le fait de choisir des clés primaires qui sont autogérées par la base elle-même, ceci est mieux que choisir des choses qui peuvent changer avec le temps. Vous pouvez maintenant aller full screen, ici, de façon beaucoup plus claire. Vous pouvez fermer le code et automatiquement entrer en mode full screen et voir votre design ou bien, si vous voulez, votre diagramme IA. Je n'ai montré qu'en fait les choses les plus simples. Comme tout langage de programmation, si vous voulez comprendre comment utiliser Mermaid, il faut aller étudier et comprendre la syntaxe. Mais c'est très simple. Quelqu'un qui maîtrise en fait les langages de programmation comme le C, le C++, Java ou bien Python ou bien même JavaScript, apprendre Mermaid, c'est juste en fait boire du thé. Maintenant, nous allons passer à la phase d'implémentation. Donc, nous allons commencer maintenant à écrire le code SQL pour faire la mise en œuvre de notre conception. Pour cela, nous allons commencer d'abord par préparer notre répertoire de travail. Donc ici, sur votre terminal, vous pouvez créer un répertoire. Ici, j'ai appelé mon répertoire testDB. Non seulement je vais le créer, mais je vais faire un change directory pour entrer dans ce répertoire-là. J'exécute la commande et automatiquement, vous voyez qu'en fait, j'ai créé mon répertoire de travail testDB. Depuis ce répertoire-là, je peux lancer
SQLite CLI pour commencer mon implémentation. SQLite tree, le nom de ma base de données, un nom qui n'existe pas encore. L'extension .db n'est pas si utile que cela. C'est une convention commune pour les bases de données de type SQLite. Voilà, nous avons déjà créé notre base de données qui s'appelle MyTestDB. Vous allez remarquer que je suis sorti en fait de SQLite CLI. Je vais exécuter encore la même commande, SQLite tree mytest.db. Vous allez remarquer qu'en fait la première fois que nous avons exécuté cette commande-là, c'était pour la création. Cette base de données-là n'existait pas. Maintenant, puisque la base de données existe, ce ne sera pas une création, ce sera plutôt une ouverture de la base de données depuis la ligne de commande. Nous allons créer la première table, compagnie, create. OK, on va créer quoi? Une table. Puis on va mettre le nom de la table. Le nom c'est quoi? Compagnie. Une parenthèse. Les attributs. L'ID. C'est un type entier. Puis on avait dit qu'il y avait une contrainte, primary, key, auto, increment. Et là, je mets une virgule. Au deuxième attribut, le nom de la compagnie, name. Oups, attention. OK, je vais mettre les attributs en minuscules. Je veux dire le nom des attributs en minuscules. Et puis, tout ce qui est relatif à la syntaxe de SQL, je vais essayer tant bien que mal de mettre ça en majuscule. Pour SQL, cette différence-là n'est pas importante, mais pour une première fois, je pense que ce serait bien que les gens puissent savoir c'est quoi le nom des variables et c'est quoi en fait le code. Type texte. On va revenir sur ce type-là. Là, on a mis type texte. En général, dans d'autres langages SQL, vous voyez aussi des types varchar. On va expliquer c'est quoi la différence. Contrainte, on avait dit que c'était une variable qui ne peut pas être nulle, donc not null. Vous mettez une virgule quand vous avez fini en fait tout ce qui est relatif à votre attribut. Le site web, website, string, donc texte, virgule, catégorie, varchar ou bien si vous voulez texte. Pour SQLite, on va tout simplement mettre texte, une parenthèse pour fermer la parenthèse. On met un point virgule pour que l'interface puisse comprendre que nous avons fini notre première instruction. Si tout s'est bien passé, pas de message de confirmation, vous aurez juste votre prompt. Ceci, c'est juste pour, en fait, quand vous êtes à la phase d'expérimentation, quand vous voulez aller vite. Est-ce que vous voyez? Là, vous expérimentez rapidement, sans perdre de temps. Mais évidemment, une fois que tout est au point, vous avez un prototype. Évidemment, vous n'allez pas développer votre base de données comme ceci. On va maintenant utiliser des outils beaucoup plus complexes, comme par exemple VS Code, pour écrire le code intégral et puis déployer. La table des contacts, create, table, une parenthèse. Attention, avant cela, je veux créer quoi? Je veux créer l'ID, integer, clé primaire, primary key, auto-increment. Je mets une virgule, j'ai fini avec ça. Donc, je mets first, name, texte,
not null. Donc, last name, text, not null, l'adresse email, texte. Pour la contrainte, c'est quelque chose d'unique pour chaque personne, not null. Un attribut supplémentaire qui n'est pas un attribut propre de contact, mais juste l'attribut qui nous permet de joindre, en fait, ou bien de relier les deux tables. Integer, contrainte not null. Oups, je pense que nous avons ici un typo. Heureusement, je l'ai vu très tôt. Integer, une référence, oui. Cette variable-là doit faire référence à la variable ID qui est dans la table company. Foreign, clé étrangère. La table d'origine, c'est la table des compagnies. Vous donnez la référence, references. J'ai manqué ici un E. References, la table company. Ici, c'est l'ID. La parenthèse qui doit fermer cette parenthèse-là qui est là. Et puis, pour dire que j'ai fini, je mets un point virgule. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. S'il n'y a pas d'erreur, on n'aura pas de message de retour. On aura juste notre prompt. Donc, je vais faire entrer. Je vais vérifier mes tables. Donc, vous mettez point et vous mettez tables. Deux tables, la table compagnie et on a la table des contacts. On peut aussi tester ou vérifier le schéma de ces deux tables-là. Point. Schema. Je vais commencer par la table compagnie. Create table company, ID, integer, primary key, increment, name, text, not null, website, etc., etc. Vous pouvez faire bien sûr la même chose pour l'autre table pour bien vérifier est-ce qu'en fait que les attributs, les types et les contraintes sont bien définis. Voilà, maintenant nous allons expliciter certaines différences particulières entre le type varchar et le type texte dans SQLite. Dans SQLite, les types varchar et text servent au stockage des données textuelles. Cependant, il convient de noter certaines distinctions importantes entre les deux types. Premièrement, il y a une question d'affinité de type de données. Pour le type texte, les colonnes déclarées en tant que texte sont explicitement conçues pour stocker des données textuelles. Pour le type varchar, les colonnes de type varchar sont associées à l'affinité texte. Le système de type dynamique de SQLite classe varchar comme un sous-type du type texte. Deuxièmement, il y a aussi des contraintes de longueur. Pour texte, aucune contrainte de longueur ne s'applique. Il est adapté au stockage de texte de taille variable. Pour varchar, bien que vous puissiez indiquer une longueur maximale comme par exemple varchar entre parenthèses 50, SQLite ne limite pas réellement la taille des chaînes stockées. Troisièmement, les cas d'utilisation. Le format texte constitue l'option la plus appropriée pour le stockage de texte à usage général en l'absence de contraintes de longueur. Varchar est recommandé pour la documentation ou dans le cadre de projets impliquant des bases de données susceptibles d'être migrées vers des systèmes imposant des restrictions sur la longueur du champ varchar. Quatrièmement, stockage et performance. Dans SQLite, il n'y a aucune différence en termes de stockage ou de performance entre texte et varchar. Les deux sont stockés sous forme de chaîne de caractères de longueur variable. Donc, cinquièmement, en conclusion,
nous dirons que vous pouvez utiliser texte pour la simplicité et la flexibilité de votre base de données comme nous l'avons fait dans notre démonstration. Et vous pouvez opter pour varchar si maintenant vous souhaitez documenter des contraintes de longueur prévues, même si, il faut le savoir, SQLite ne les applique pas. Mais si vous pensez à migrer votre base de données vers d'autres systèmes qui respectent ces contraintes-là, dans ce cas-là, utilisez varchar. Ainsi, les deux options fonctionnent de manière similaire dans SQLite. Le choix donc dépend souvent de vos préférences de conception ou bien de vos besoins de compatibilité. Voilà, nous venons de faire les commentaires nécessaires par rapport à la différence qu'il y a entre le type texte et le type varchar dans SQLite. Avant cela, nous avons créé nos tables. Maintenant, on va ajouter des données. La commande insert into permet d'ajouter des lignes de données dans une table. On va d'abord montrer comment ajouter une ligne simple et après, on va aussi voir comment ajouter des lignes multiples. Mais avant de faire cela, je vais aussi vous montrer quelque chose. Imaginons si je voulais effacer mon écran. Comment je vais faire cela? Ici, nous ne sommes pas dans notre terminal, plutôt nous sommes dans l'interface SQLite, mais vous pouvez toujours effacer votre écran avec une commande. Point. Je vais exécuter une commande de shell, vous ajoutez shell. Ici, je peux utiliser clear, mais si vous voulez être plus spécifique pour Windows, vous utilisez cls, donc pour clear screen. D'un seul coup, vous avez effacé votre écran tout en restant dans votre interface SQLite. Voilà, on va commencer avec la table compagnie, insert, into. Vous donnez après le nom de la table, ici c'est compagnie. Vous listez par exemple les colonnes là où vous voulez insérer les données. Parenthèse, donc on va commencer par le nom, après website et après catégorie. Là, vous voyez très bien que nous avons oublié en fait la colonne ID. La clé primaire est gérée automatiquement. Donc, nous n'avons pas besoin d'indiquer cette colonne-là dans notre instruction. Ici, on a fait insert into company, puis on a donné les colonnes qu'il faut. Il va falloir aussi donner les valeurs. Voilà, ici, on peut ajouter les valeurs. Donc, on a une compagnie hypothétique, Tech Solutions, avec un site hypothétique, www.techsols.com, et puis le secteur ou bien la catégorie technologie. On a fini la ligne de données, on met ici le point virgule. Après, je peux mettre entrée pour entrer cette ligne de données-là dans ma table. Pas de retour, tout s'est bien passé. Maintenant, on va aussi vous montrer comment vous pouvez entrer plusieurs lignes de données en même temps. Les valeurs, nous avons ici 3 lignes de valeurs. Compagnie hypothétique qui s'appelle EcoVision. Donc, on a donné ici le site web, puis le domaine, ou bien la catégorie, environmental. La deuxième compagnie, c'est Health First, site web, le domaine, ici Healthcare, donc c'est le domaine de la santé. Global Finance, les finances, le site web, le secteur, ou bien, si vous voulez, la catégorie, c'est bien Finance. Sur la première ligne de données, je n'ai pas encore fini, donc je vais mettre virgule. Sur la deuxième ligne de données, ici aussi, il faut mettre virgule. Et sur la dernière, pour dire que j'ai terminé, on met ici point virgule pour dire que maintenant, j'ai entré toutes mes données. Pour valider, vous faites entrer
et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, vous aurez toutes les données dans votre table. Donc là, j'ai fait entrer. Donc j'ai mon retour. Tout s'est bien passé. Voilà, maintenant nous allons passer à une instruction DQL. Donc vous devinez, c'est select. Une fois que les données sont insérées, on peut utiliser la commande DQL, donc Data Query Language Select, avec bien sûr la clause from pour afficher le contenu de la table. Donc ici, vous faites quoi? Vous faites select. Et puis, je mets étoile pour dire que je veux voir toutes les données que je viens d'entrer. Et puis, vous faites from pour dire maintenant là où vous voulez chercher. Donc, c'est la table. Et là, je mets ma table, bien sûr. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr la table compagnie. Et vous mettez un point virgule pour dire que j'ai fini l'instruction. Et puis là, je fais entrer. Effectivement, ici, on a l'identité ou bien l'ID de la compagnie. Donc, Tech Solutions. Et puis, on a après le site web. Après, on a la technologie. Deuxièmement, Ecovision. Ici, site web, catégorie. Troisièmement, Health First, site web et puis catégorie. Quatrièmement, Global Finance, site web et puis catégorie. Voilà, maintenant nous allons passer à l'instruction DML, Data Manipulation Language Update. La commande DML Update est utilisée pour effectuer la modification d'un champ de données dans une base de données. Ici, nous allons remplacer le site web de la compagnie 3, cette valeur-là, en écrivant tout en lettres. Pour cela, c'est la commande update. Ici, il faut ajouter le nom, bien sûr, de la table. C'est la table compagnie. On sait la table que nous voulons mettre à jour. Aussi spécifier la valeur, ou bien, si vous voulez, là où les colonnes. Donc ici, on va seulement changer la colonne website 7. Ici, vous donnez le nom de la colonne. Et puis on met égal, et puis on met la valeur. La valeur que nous voulons, au lieu de Health First avec un ST, on va mettre Health First en lettres, .net. Je pense que c'est bon. C'est pas fini. Ici, il va falloir spécifier la ligne, la clause where. Qu'est-ce qui nous permet ici de spécifier la ligne de façon ciblée? Donc, c'est bien sûr l'ID, par exemple. On va mettre l'ID, c'est quelle ligne? C'est la ligne 3 ou bien l'ID égale à 3. Et là, j'ai fini, je mets mon point virgule. Update company spécifie la table. Set website equal to healthfirst.net spécifie la valeur et la colonne. Donc, la colonne d'abord et puis la valeur. Where ID égale à 3 spécifie de façon précise la ligne que nous voulons mettre à jour. Donc ici, il faut faire très attention. La clause where est très importante ici, puisqu'elle permet de modifier uniquement la ligne souhaitée. Sans elle, toutes les valeurs de la colonne website seront changées. Donc il faudra faire très attention ici. Là, j'ai fini. Je vais faire entrer. Pas de retour, donc tout s'est bien passé normalement. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore appeler la requête select all from company pour voir si la mise à jour est faite. Donc voilà, je suis encore sur ma requête select. Donc je peux faire entrer. La valeur a été changée. Ici, au lieu de ce que nous avions avant, nous avions ceci. Maintenant, on a bien healthfirst.net tout en lettres comme nous l'avions déjà spécifié dans l'instruction update. On peut aussi mettre à jour plusieurs colonnes simultanément si on veut avec la commande update. Par exemple, dans cet exemple-là, si nous voulions mettre à jour aussi bien la colonne website que la colonne catégorie, on pourrait par exemple mettre update company set website equal et puis on donne le nom
du site web, virgule, vous mettez catégorie égale, et puis vous mettez le nom de la catégorie, et puis vous finissez avec where ID equal to. Par exemple, ici, c'est la ligne numéro 1, et puis vous mettez un point virgule, et puis vous validez votre requête. Ceci vous permettra de mettre à jour aussi bien la colonne website que la colonne catégorie pour la compagnie qui a pour ID 1. Nous avons vu les deux premières instructions DML, insert et update. Maintenant, nous allons voir la dernière instruction DML, delete. Donc, il est également possible de supprimer une ligne de données avec l'instruction DML delete comme suit. Par exemple, si on veut supprimer la ligne qui a pour ID 5, on peut faire delete from company where ID égale 5. Pour faire la démonstration de cela, nous allons d'abord insérer dans notre base de données une mauvaise ligne et après on va la supprimer. Donc là, je vais faire insert into table, c'est la table des compagnies, et puis ici, nous allons seulement insérer le nom. Nous n'avons pas imposé une contrainte sur le site web et sur la catégorie, donc ces valeurs-là peuvent être des valeurs null. L'instruction est courte, je peux tout mettre sur la même ligne. Une fausse compagnie que je vais tout simplement appeler my company. Et là, je vais faire entrer. Select all from company. La dernière ligne, c'est la ligne 5. Nous avons tout simplement en fait le nom de la compagnie. Là, on voit que le site web et la catégorie sont des valeurs nulles, donc il n'y a rien à imprimer. Pour être beaucoup plus précis, si on connaît très bien en fait la ligne, ici c'est la ligne 5, donc on peut bien supprimer la ligne comme nous l'avons tantôt dit avec l'ID, mais je vais vous montrer une autre façon de faire. Donc delete from company, donc c'est la table des compagnies. On va chercher en fait la colonne name et on dit par exemple pour la ligne où la compagnie c'est my company, il faut supprimer cette ligne là. Là on va exécuter. Tout s'est bien passé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en fait marquer encore. Je vais afficher la table compagnie pour voir est-ce que la compagnie qui s'appelle my company avec les deux colonnes vides, est-ce que cette ligne-là est partie? 4 lignes encore parce qu'on a supprimé la fausse ligne que nous avions. Maintenant, nous allons vous montrer comment lancer des commandes SQL avec la .command .read. L'interface en ligne de commande SQLite CLI représente un outil performant. Toutefois, une utilisation inadéquate peut compliquer le travail. Par exemple, pour exécuter des instructions complexes, il est recommandé de les rédiger préalablement dans un fichier SQL, puis de les lancer depuis l'interface en ligne de commande. Par exemple, si votre fichier se nomme myscript.sql, vous pouvez lancer toutes les commandes contenues dans ce fichier-là. Donc, vous faites .read et puis vous donnez le nom de votre fichier myscript.sql. Cette commande permet d'automatiser le flux de travail. Au lieu de saisir chaque commande individuellement, on les regroupe dans un fichier et on les exécute ensemble. Cas d'utilisation courant pour la commande .read, par exemple pour la création de schémas de base de données, on peut regrouper toutes les instructions DDL dans un fichier et on crée toute la structure de la base de données en lançant la commande .read mydb DDL. Un deuxième cas d'utilisation, c'est pour le remplissage de données. On peut mettre toutes les instructions insert into dans un fichier initdata.sql pour peupler rapidement les tables avec des données initiales. Un autre cas d'utilisation, les opérations par lot, ou bien si vous voulez batch ops ou bien batch operations,
Si vous avez une série d'instructions update ou delete que vous devez exécuter régulièrement, je pense qu'il est intelligent de les enregistrer dans un fichier et de les exécuter facilement. Dernier cas d'utilisation, quand vous avez des requêtes complexes, par exemple, si vous élaborez un rapport qui nécessite plusieurs instructions select complexes, vous pouvez les mettre dans un fichier et les exécuter sans avoir à les retaper à chaque fois. En résumé, la commande .read est un outil crucial pour un flux de travail plus efficace et reproductible, en particulier lors du traitement de tâches complexes ou répétitives. Voilà, nous allons faire la démonstration et on va utiliser la commande .read pour remplir la table des contacts. Bon, avant cela, nous allons d'abord montrer la structure de notre espace de travail, la commande shell. Donc ici, nous sommes sur Windows, on va utiliser dir, lister notre espace de travail courant, un point pour indiquer que nous voulons lister le dossier courant. Le fichier mytest.db qui est tout simplement notre base de données. Ici, j'ai ajouté un fichier contact-data.sql. Vous pouvez toujours visualiser le contenu de contact-data.sql. .command shell. Ici, je veux afficher le contenu, donc c'est type sur Windows, bien sûr. Si vous êtes sur d'autres systèmes Unix, vous allez utiliser cat. Type, et puis là, bien sûr, vous allez donner le nom de votre fichier. C'est contact-data.sql. Donc, c'est un fichier SQL qui contient les instructions SQL qui nous permettent de remplir la table d'un seul coup avec la commande .read. Dans ce fichier-là, qu'est-ce que nous avons mis? Nous avons mis des instructions insert into et nous avons à la fin une instruction pour tester notre insertion. Ici, voici les données que nous avons dans le fichier et que nous voulons mettre dans la table des contacts. En fin de compte, nous allons tester est-ce que tout s'est bien passé. Je pense que je vais d'abord effacer mon écran dans un premier temps. Une fois que j'ai effacé mon écran, je peux maintenant exécuter les instructions qui sont dans le fichier contact-data.sql. .read, le fichier s'appelle contact-data.sql. Tout s'est bien passé. Nous avons exécuté les commandes insert into qui nous permettent de remplir la table et en même temps exécuter la commande test select all qui nous permet d'afficher le contenu même de la table après insertion. Le premier contact, deuxième contact, troisième contact, quatrième contact, voilà. Nous venons de voir comment utiliser la command read pour exécuter des requêtes complexes depuis un fichier SQL. Maintenant, nous allons passer à une nouvelle section. Vous avez remarqué que le contenu de notre base de données a été réparti entre deux tables distinctes plutôt que consolidé dans une seule table. Cette démarche répond au principe de la normalisation des bases de données qui préconise la distribution des informations sur plusieurs tables afin d'éviter la redondance et d'optimiser l'efficacité du système. Nous n'aborderons pas ici la normalisation, mais si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, indiquez-le en commentaire afin que nous puissions éventuellement préparer une vidéo dédiée à la normalisation. Il est possible d'utiliser l'opération join pour fusionner des données de plusieurs tables. Par exemple, on peut obtenir la liste des contacts avec les noms de leur compagnie. C'est cela que nous allons maintenant vous montrer. Voilà, nous allons rapidement faire la démonstration de join. D'abord, nous allons lister notre espace de travail. .command shell pour dire que nous allons lancer une commande shell. Dir pour dire que nous allons lister notre espace. Point, le répertoire courant. Et là, vous allez remarquer que nous avons ici un nouveau fichier join company contact.sql.
nous avions déjà dans la section précédente contact-data.sql qui nous permettait de lancer des commandes SQL qui étaient dans ce fichier-là pour remplir la table des contacts, n'est-ce pas? Nous allons faire la même chose avec ce fichier-là. Il est beaucoup plus facile d'écrire vos commandes déjà dans des fichiers avec l'éditeur de texte. Et une fois que vous avez vos commandes prêtes, vous pouvez les lancer quand vous voulez depuis l'interface SQLite CLI. On va jeter d'abord un coup d'œil dans le contenu du nouveau fichier. Voilà, nous allons afficher le contenu du nouveau fichier. C'est shell pour dire que nous lançons une commande shell. Type pour dire qu'on veut afficher. Si c'est Linux, vous allez mettre 4. Et puis là, vous donnez le nom du fichier que vous voulez afficher. Voilà ce que nous avons dans ce fichier-là. Ça, c'est un commentaire, comme vous l'avez deviné, parce que ça commence par tirer. Vous pouvez mettre en fait des commentaires dans vos fichiers pour vous rappeler de vos requêtes. Ici, on fait select pour dire qu'on va sélectionner en fait des informations. On veut avoir le nom de la compagnie, le prénom du contact, le nom du contact, l'adresse email du contact. Donc, vous allez remarquer qu'en fait, on est en train de sélectionner depuis deux tables. La table des compagnies pour le nom et pour le reste, la table des contacts. Et c'est la raison pour laquelle on va faire from, la clause from company. Donc, on va sélectionner depuis la table des compagnies parce qu'on veut le nom de la compagnie, mais on va fusionner en fait la table des compagnies avec la table des contacts. C'est pourquoi nous avons ici une join. Rappelez-vous, quand nous avions créé nos deux tables dans la phase de conception, on avait une clé étrangère, donc foreign key, qui nous permettait de relier la table des compagnies à la table des contacts. La clé étrangère company ID qui est dans la table des contacts. Et si jamais l'ID de la compagnie est égal à l'ID company ID dans la table des contacts, le contact correspond à cette compagnie-là. On va tout simplement lancer cette opération-là maintenant. C'est toujours .command, donc read, pour dire que je vais lancer une opération SQL. On va lancer ce fichier-là, join.sql. Cette commande-là nous permet d'aller lire les requêtes qui sont dans le fichier et puis de les exécuter. Vous voyez, ça c'est le résultat que nous avons maintenant. Company name, ça commence toujours par le nom de la compagnie. Le reste correspond au contact Ablaye Ndiaye et puis son adresse email. Rappelez-vous, quand nous avions fait la conception de la base de données, les deux tables, nous avions dit qu'en fait, c'était une relation de one-to-many, un à plusieurs. Là, on le voit, Text Solution peut avoir plusieurs contacts. Le premier contact et le deuxième contact, il est là, ce qui démontre encore une fois de plus comment fonctionne la relation un à plusieurs. C'est une seule compagnie qui a plusieurs contacts. Probablement, il est possible d'avoir une compagnie sans contact pour l'instant, parce que si on ne connaît pas le contact, donc c'est zero or many, donc zéro ou bien plusieurs. Voilà, maintenant nous allons passer à l'opération order by. Pour trier les résultats d'une requête, on utilise l'opération order by. C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant cela, nous allons d'abord vous montrer la commande que nous avons préparée. Nous avons un fichier qui s'appelle joinorderby.sql. On va d'abord l'afficher. On a notre commentaire, deux lignes de commentaires. Notre commentaire commence par / étoile et puis finit par étoile /. Dans un premier temps, on fait l'opération join entre compagnie et la table des contacts. Bon, là, vous allez voir qu'il y a ici un typo. Moi, j'ai écrit contact. Je pense que le reste de mon code est correct. On va vérifier cela après. Une fois que nous avons fini l'opération join, on fait un tri selon le nom
du contact. Et là, nous avons un commentaire pour dire que ça, c'est la condition qui nous permet de joindre les deux tables. Voilà l'opération order by. On va ordonner selon contact. Donc, il n'y a pas de typo, c'est bon. On ordonne selon le nom du contact, ce qui est correct. Et quel ordre on va prendre? On va prendre l'ordre ascendant, ASC. Voilà, donc même si nous avons ici un typo, c'est pas grave parce que le typo est dans le commentaire, donc tout est correct. Maintenant, on va exécuter la requête. Ici, on va exécuter, donc on va faire read, et je pense que le nom est correct. Nous avons exécuté notre opération join. Vous avez bien vu que les informations proviennent aussi bien de la table compagnie que de la table des contacts. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est ce que nous avons ici. C'est l'ordre dans lequel, en fait, les résultats s'affichent. La première personne qui s'affiche, c'est bien Fatima Alaoui. Pourquoi? Parce que son nom commence par A. Après lui, c'est Johnson qui vient. Et après lui, c'est Ndiaye qui vient. Et après, en dernier, c'est Williams parce que W doit être à la fin. Effectivement, pour voir la différence, on va exécuter l'opération join sans order by. Ça, c'est l'opération join sans order by. Hein? Je vais l'exécuter. Donc, regardez bien la différence. Ici, c'était Ndiaye qui venait en premier parce que c'était la première ligne qui était rencontrée par le système. Alors que si nous faisons join et order by en même temps, ordonner en fait les résultats, on voit très bien que c'est Alaoui qui vient en premier. Voilà, maintenant nous allons voir comment rediriger les résultats vers un fichier. Nous avons déjà vu comment prendre un fichier SQL comme input. Maintenant, nous allons voir comment rediriger les résultats d'une requête vers un fichier texte. Deux commandes permettent de rediriger des résultats vers un fichier, la .command output et la .command once. On va d'abord faire la démonstration avec .output. La commande .output est utilisée pour rediriger la sortie de toutes les requêtes subséquentes vers un fichier. Au lieu de voir les résultats s'afficher dans votre terminal, ils sont écrits dans un fichier spécifié. Pour envoyer tous les résultats de plusieurs requêtes dans un fichier nommé report.txt, donc c'est comme si vous voulez avoir un rapport général, donc vous exécutez plusieurs commandes et vous n'avez pas besoin de voir les résultats maintenant. Vous voulez les envoyer dans un fichier texte. Donc ici, on va d'abord revenir à notre mode par défaut. Bon, par exemple, si je fais mode maintenant, vous allez voir que nous avions déjà changé le mode. Nous avions ici un mode table. Maintenant, on va revenir à liste. Donc, je fais ceci et puis je fais liste. Bon, on va tester. Est-ce que tout s'est bien passé? Maintenant, nous sommes revenus à notre mode. Et là, je vais même effacer mon écran. Shell CLS. Nous sommes dans le mode par défaut encore. Et on va dire à l'interface d'envoyer en fait le résultat de nos requêtes dans un fichier texte. Pour cela, je vais commencer d'abord par output pour dire que je veux que mes sorties aillent dans un fichier. Bon, le fichier, je vais l'appeler tout simplement report.txt. Donc, je fais entrer. Voilà. Maintenant, je vais exécuter mes commandes. Je vais faire la commande select all pour dire qu'il faut sélectionner tout from company. Voilà, et puis on finit par un point virgule parce que maintenant, on est en train d'exécuter une requête SQL. Là, vous voyez qu'en fait, je n'ai pas mis les commandes en majuscule parce que pour l'instant, vous savez ce qui est nom de variable et ce qui est des mots réservés au langage SQL. Pas de sortie parce que la sortie est vers report.txt et
je vais faire la même chose. Maintenant, je vais aussi exécuter une commande. Je vais faire contact de la table contact. Et là, select. Bon, je vais mettre tout le résultat de la requête vers le même fichier. Et là, j'ai fait entrer. On voit nettement qu'on n'a pas de sortie. On peut travailler comme cela si on veut mettre tous les résultats dans le fichier qu'il faut. On va aussi aller regarder ce qu'il y a dans ce fichier-là. On va lancer une commande shell. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher dans Windows, vous faites tout simplement type. Et puis, vous donnez le nom de votre fichier. Et notre fichier ici, c'est report.txt. Bon, ici, je vais vous faire remarquer une chose. Au départ, on n'avait pas ce fichier-là, mais l'interface est assez intelligente. Si le fichier n'existe pas, l'interface va créer le fichier. Mais si le fichier existe déjà, l'interface va tout simplement écraser le fichier avant de mettre les résultats. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est ce que nous avons. Je pense que vous l'avez bien vu. De 1 à 4, ici, c'est tout ce qui vient de la première commande qui est là. C'est le contenu, en fait, de la table compagnie. Et la deuxième requête qui est là, son résultat commence par 1 qui est là. Ça, c'est les contacts. On va aussi vous montrer comment faire une redirection avec l'autre commande, la commande .once. Avec .output, toutes les sorties prochaines seront redirigées vers le fichier spécifié. Mais avec .once, c'est seulement une commande, donc la commande suivante, qui sera redirigée. Jusqu'à présent, on est en mode redirection avec la commande .output. Je pense que vous avez bien remarqué cela. Si j'exécute ici une requête, le résultat va aller vers report.txt, donc le fichier qui est là. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut changer de redirection, exactement, de façon de rediriger le résultat. Et donc, il faut d'abord désactiver la redirection courante que nous avions déjà faite ici. Pour désactiver la redirection courante, je fais ceci, parce qu'on est en mode output. Donc, je fais output sans argument, je fais entrer, donc maintenant, tout est correct. Si je lance une requête, la requête va s'afficher sur l'écran. Voilà, on va ici select all from contact et vous voyez très bien qu'en fait le résultat va s'afficher sur l'écran encore. Pour envoyer le résultat vers un fichier, ici au lieu de output, once, une seule fois. Voilà, on va changer de fichier, on ne va pas l'envoyer dans report. Result one.txt. On va différencier les deux fichiers. La redirection, c'est une seule fois vers ce fichier-là qui s'appelle result.txt. Donc maintenant, si j'exécute une requête, je vais envoyer là-bas les contacts. Parfait. Et vous voyez qu'on n'a pas encore de résultat, mais ce qu'on peut faire, on peut faire une commande shell, et puis on va faire type pour afficher le fichier qui s'appelle comment? Result1.txt. Et exactement ce qu'on pouvait deviner, c'est la table des contacts qui est dans ce fichier-là, parce que la requête qui a été exécutée, c'est ceci. Si je fais ceci, on va changer ici, on va exécuter la table des compagnies encore. Contrairement à output, c'est seulement un résultat qui sera envoyé vers le fichier. Ceci sera affiché sur notre terminal, n'est-ce pas? Entrez, effectivement, vous voyez que maintenant notre résultat est sur notre terminal. Voilà les deux façons de rediriger les résultats vers un fichier texte, soit avec la commande output ou bien avec la commande once. Il existe aussi des redirections vers une feuille de calcul ou bien vers un navigateur web. Vous pouvez expérimenter avec les commandes .excel qui
envoie la sortie d'une seule requête vers Excel, ou bien la commande .www ou bien 3 fois W qui envoie la sortie vers votre navigateur web. Vous pouvez approfondir votre compréhension de ces commandes qui vous permettent de faire des redirections à l'aide de la documentation. Il suffit d'aller sur https://sqlite.org/cli.html. Maintenant, nous allons voir une commande très importante pour sauvegarder, partager ou bien faire migrer notre base de données. Il s'agit de la commande dump. La commande dump génère un script complet d'une base de données SQLite. La conversion d'une base de données SQLite en un fichier texte est un moyen simple et efficace de sauvegarder, de partager et de migrer vos données. Les avantages de la commande dump: premièrement, la sauvegarde. Le fichier de sauvegarde contient toutes les commandes SQL nécessaires pour recréer votre base de données à partir de zéro, y compris les schémas de table et toutes les données. Deuxièmement, le partage. Il est beaucoup plus facile de partager un fichier texte.sql que d'envoyer et de gérer un fichier binaire.db. Et enfin, troisièmement, la migration. C'est la première étape standard pour transférer vos données vers un autre système de base de données comme MySQL ou bien PostgreSQL, car vous pouvez facilement lire et modifier le script pour l'adapter à la syntaxe du système nouveau. Maintenant, nous allons faire rapidement la démonstration de dump et comment cela marche. Là, vous voyez que je suis dans mon dossier de travail TestDB, donc je suis dans le PowerShell et non pas dans l'interface SQLite. Donc, il faut d'abord ouvrir votre base de données avec la commande SQLite tree. Donc là, vous allez donner le nom de votre base de données. Pour nous, notre base s'appelle MyTest dans le dossier courant et nous travaillons sur notre base de données maintenant. Deuxièmement, il faut rediriger la sortie vers un fichier texte.sql. Rappelez-vous, nous avions deux options. Ici, je vais adopter l'option .once. Comme cela, je ne vais pas perdre mon temps pour revenir au comportement normal du terminal. Voilà, donc ici, on va utiliser l'option .once. On va donner ici le nom du fichier dans lequel nous allons archiver notre base de données. MyTestDB pour me rappeler le nom de ma base de données, -backup pour me dire qu'en fait c'est une archive, et puis .sql pour dire que c'est un fichier texte qui contient des commandes SQL. Et après, vous pouvez lancer la commande pour archiver votre base de données. C'est dump sans argument. Et normalement, tout doit être là-dedans. Voilà, maintenant nous allons jeter un coup d'œil sur le fichier backup pour tester est-ce que notre archivage s'est bien passé. Il y a plusieurs façons de tester votre fichier de sauvegarde. Vous pouvez aller voir votre éditeur de texte et puis ouvrir le fichier. Mais dans ce cas de figure-là, vous allez quitter votre terminal pour aller utiliser un éditeur. Une deuxième option qui vous permet de faire cela de façon automatique tout en restant dans votre terminal, la commande system, le nom de votre fichier, mytestdb-backup.sql. Si vous faites cela et que vous validez, automatiquement votre système va vous offrir des options pour ouvrir le fichier et vous choisissez l'éditeur que vous voulez pour ouvrir le fichier. Je vais vous montrer en fait une autre option, donc l'option numéro 3, Shell. Si vous êtes sur un système Unix, il va falloir utiliser l'équivalent. Mais sur Windows, avec le PowerShell, vous lancez votre
commande shell et puis vous faites start, notepad++. C'est le programme que je veux lancer. Maintenant, je ne veux pas seulement lancer le programme, je veux aussi ouvrir le fichier de sauvegarde avec Notepad++. mytestdb backup, l'extension .sql. .shell, une commande spécifique à l'interface SQLite. Start, je vais lancer quoi? Notepad++, puis vous donnez le nom du fichier. Là, j'ai fait entrer. Mon fichier s'ouvre à droite. J'ai organisé mes applications sur mon écran de façon convenable pour que mon fichier s'ouvre automatiquement à droite et que j'ai mon terminal à gauche. Maintenant, pour vous, c'est à vous d'organiser vos applications comme vous voulez sur votre écran. Notre fichier commence par la commande pragma foreign keys equal to off. La commande pragma foreign keys equal to off désactive temporairement la vérification des clés étrangères afin que vous puissiez charger les données dans n'importe quel ordre sans erreur. OK? Après cela, nous avons ici une commande begin transaction. Là, je vais fermer le tout. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est le gros bloc. Ceci est le point de départ d'une transaction de base de données. Une transaction est une unité de travail unique et atomique. Tout intégralement s'exécute ou bien rien ne se passe. C'est la loi tout ou rien. Soit la transaction réussit entièrement ou bien rien ne se passe. Donc, ces deux commandes-là, pragma foreign key equal to off et begin transaction, sont essentielles pour une restauration fiable et performante de base de données. Elles nous offrent un environnement sécurisé pour recréer nos données sans être freinées par des contraintes de clés étrangères ou bien des problèmes de performance. Des problèmes de performance parce qu'en fait, tout s'exécute entièrement avant une sauvegarde. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas des opérations écrire, sauvegarder. Non, on écrit tout d'un seul bloc. Après, à la fin, on sauvegarde. L'opération de sauvegarde est faite par la commande commit. Je pense que vous l'avez vu à la fin. Je vais donc ouvrir ça aussi. Donc, vous voyez qu'en fait, la sauvegarde, c'est l'opération qui finit la transaction. Vous voyez très bien ça à la ligne 25. C'est commit pour dire. C'est la dernière étape d'une transaction. Elle est utilisée pour sauvegarder définitivement toutes les modifications qui ont lieu depuis que vous avez démarré la transaction avec begin transaction. OK? La transaction commence par begin transaction que vous voyez ici. OK? Elle finit par commit transaction à la ligne 25. Maintenant, vous avez bien vu que entre les deux, il y a des instructions insert into. Je pense que vous l'avez vu. Par exemple, ici, vous avez insert into pour mettre les valeurs dans la table. Je pense ici, c'est la table contact, très bien. Et puis, il y aura aussi ici des opérations insert into dans la table compagnie. Et si vous faites attention, je pense que vous allez voir d'autres instructions que vous n'aviez pas vous-même écrites directement. Par exemple, je pense que c'est ce que nous avons ici. Et normalement, oui, c'est ça, parce qu'on n'a que deux tables, compagnie et contact. Et là, vous voyez 4 et 5, mais imaginez, c'est quoi ça? Ça, je pense, c'est la gestion automatique des clés primaires. Nous sommes presque à la fin de cette présentation. Nous allons aborder la restauration d'une base de données depuis le fichier backup. Pour reconstruire votre base de données, vous créez d'abord une nouvelle base vide. Ensuite, vous utilisez la commande .read pour exécuter les instructions SQL de votre fichier archivé. Cela créera automatiquement toutes les tables et insérera toutes les données. Finalement, vous devez faire les tests nécessaires, bien sûr, pour assurer la qualité de vos tables et de vos données. Voilà, maintenant nous allons voir aussi comment archiver des tables individuellement. La commande dump standard exporte l'ensemble de la base de données. Vous pouvez également exporter la structure et ou les données d'une ou de plusieurs tables. Pour exporter la structure et les données d'une table, on utilise aussi la commande .dump. Seulement, dans ce cas de figure-là, il faudra spécifier le nom de la table. Pour exporter la structure de la table sans les données, utilisez la commande .schema. Cependant, si aucune table n'est spécifiée, alors les schémas de toutes les tables seront archivés.
Pour archiver les données seulement, on doit d'abord activer le mode Insert, puis passer à l'archivage à l'aide d'une redirection et d'une requête Select. Un mot sur la compression d'une base de données SQLite. Si la base de données est large, on peut la compresser durant l'archivage et la décompresser lors de la reconstruction avec l'outil gzip. Disponible sur Git Bash si vous l'avez déjà installé. Sinon, vous pouvez aussi l'installer. Vous savez comment installer des outils. Maintenant, avec votre PowerShell, on a fait plusieurs démonstrations là-dessus. Plus particulièrement, on a vu comment faire la démonstration dans cette présentation. Enfin, nous voilà à la fin de cette démonstration. Nous avons couvert les bases de l'interface en ligne de commande de SQLite. Vous savez maintenant non seulement comment exécuter des requêtes SQL via l'interface en ligne de commande, mais aussi comment utiliser les commandes pour interagir avec la base de données de manière efficace. Nous avons vu comment ces commandes vous permettent de contrôler la sortie de vos requêtes avec .output, .once et .mode. Nous avons aussi vu comment générer des sauvegardes complètes ou partielles de votre base de données et de vos tables à l'aide de la commande .dump. Nous avons aussi vu comment sauvegarder la structure de vos tables avec la commande .schema. Et nous avons aussi vu comment restaurer une base de données à partir d'un fichier texte grâce à la commande .read. Sans bien sûr oublier comment compresser et décompresser une base de données. Toutes ces commandes sont fondamentales pour la gestion de bases de données, la sauvegarde et la migration. Elles vous donnent un contrôle total depuis votre terminal. Prochaine étape, nous allons explorer les interfaces graphiques. Si la ligne de commande est puissante, elle peut devenir complexe pour les tâches d'exploration visuelle, de conception de schémas ou de débogage. C'est là que les interfaces graphiques entrent en jeu. Prochainement, dans la deuxième partie de cette présentation, nous allons découvrir ensemble les outils visuels SQLite Studio ou bien DB Browser for SQLite. Ces logiciels permettent de voir des tables, de modifier des enregistrements et d'exécuter des requêtes dans un environnement beaucoup plus convivial. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons une série dédiée à Microsoft SQL Server qui est plus indiquée pour non pas la gestion en fait d'une base de données, mais plutôt pour apprendre les instructions SQL. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir cette série-là. Allez, merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir la chaîne pour nous donner plus de visibilité. Likez, partagez et surtout abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Bye.